Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des balados de l'Institut d'études anciennes et médiévales. Dans ce nouvel épisode, nous accueillerons une dizaine d'intervenants pour nous parler d'un homme qui a marqué grandement l'Institut, M. Paul-Hubert Poirier. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écho du passé. Aujourd'hui, une émission spéciale sur Monsieur Paul-Hubert Poirier et nos trois premiers invités. Je vais les laisser se présenter. Je suis Francine, je suis la sœur de Paul-Hubert. Moi, c'est Gilles, le chasseur, un ami de longue date de Paul-Hubert. Moi, c'est Pierre, le neveu de Paul-Hubert. Enchanté, bienvenue à notre podcast. Merci d'être là d'ailleurs. Première question, la famille. On avait une grande famille gaspésienne, semble-t-il? Oui, on est 10 enfants dans la famille. Le plus vieux, c'était Paul-Hubert, notre grand frère. Puis ensuite, on a un autre frère qui est décédé durant la COVID. Okay. Puis ensuite, on était 6 filles, 4 garçons. Fait que la majorité féminine. Fait que les filles avaient remporté en finale. Exactement, ce qui est bien. Puis, il y a ma mère qui est encore vivante, qui a 97 ans. Justement, on vient de la voir la semaine dernière. Très en forme, physiquement et mentalement. Écoute toutes les nouvelles qui sont récentes de Trump et de tout ce qu'on peut avoir, mais moins intéressantes à ce sujet-là. Mais c'est ça, elle est très en forme, puis ça fait un lien familial en Gaspésie, parce qu'on est né en Gaspésie, puis Paul-Hubert revenait souvent à la maison voir maman, puis il descendait à Noël, à Pâques, tu sais, à toutes les fêtes. Puis, je pense qu'il a quasiment baptisé tout le monde de la paroisse de chez nous avec les mariages, les décès, etc. Qui était très connu au niveau de la paroisse. Puis dans le fond, là, je comprends que on va se remettre dans une époque. On était encore dans l'époque où le premier garçon devenait quasiment prêtre. Oui, exactement. C'était la progéniture, la première progéniture... La première levée de pain, je pense, devenait prêtre. Puis, ma mère en est très, très, très fière. Puis, pour elle, là, c'était vraiment un beau cadeau du ciel. Parce que la religion était très prise et prenante. Là. Puis, mais Paul-Hubert, je le vois pas nécessairement comme un prêtre, je le vois plus comme quelqu'un de... C'est ça, là, tu sais, un professeur émérite, puis quelqu'un qui aimait étudier, qui étudiait tout le temps, mais qui avait une facilité. Chez nous, là, au deuxième étage, il faisait le couloir en long et en large, puis toujours avec un livre dans les mains. C'était ça que je retiens un peu de Paul-Hubert, en fait. Bien, c'est ça qu'on disait d'ailleurs, il était capable de faire aussi beaucoup la part entre son métier de chercheur et son côté croyant, là, de pasteur. Oui. Pour lui, il était capable vraiment de faire la différence puis de mener de front cette espèce de dualité là, qu'il y avait en lui. Là. Oui, puis dans le fond, il y avait les deux domaines en même temps, parce qu'il y avait son côté, c'est ça, prêtre, mais qui tous les sujets qui se rattachent à ça, qui travaillait, puis que, dans le fond, je le voyais comme l'enseignant, c'est ça, la culture, tout, là. Mais de chez nous, il parlait rarement de ses travaux, de ses prix qu'il avait gagnés. J'ai assisté à quelques-uns, là, surtout le dernier, Les Remarquables. Là. C'était... on est fiers de ça, tu sais. Puis, mais chez nous, là, tu sais, c'était plus... on le jouait des tours parce que, dans le fond... Quand je suis née, il s'occupait de moi, mais Paul-Hubert a plus souvent lu de livres que changé de couche. Non, puis c'est bon ce que vous dites, parce que même au niveau des étudiants et des professeurs, et des enseignants, ce que les gens retiennent beaucoup de lui, c'est qu'il était à hauteur d'homme.
C'est pas quelqu'un que les titres ou Très les... humble. Il était au même niveau que tout le monde, même avec ses étudiants, et il aimait apprendre, et l'échange, etc. Donc, c'est très intéressant qu'on parle de ça. D'ailleurs, on va passer justement au côté ami. Donc, comment vous vous êtes rencontrés? Comment il était comme ami, Paul Hubert? Bon, d'abord, c'est une vieille amitié qui date d'une trentaine d'années. On s'est rencontrés socialement. Et on s'est toujours revus. Il y a toujours eu des croisées de chemin. Puis ce qui m'a séduit chez Paul Hubert, c'était une bibliothèque ambulante. C'est un homme d'une très grande humilité, d'une grande générosité. Puis là, je fais une petite parenthèse. Souvent, après quelqu'un est décédé, on lui trouve toutes sortes de vertus. Mais moi, ce que je dis, je les avais identifiées avant qu'il meure. C'était très clair pour moi. Moi, c'est une source très précieuse. Je suis un grand amateur de lecture depuis toujours. Puis Paul Hubert donnait d'excellentes références. Je voulais une source particulière d'information, il l'avait tout de suite. Il me faisait des belles commissions à Paris, pour aller m'acheter des livres à la Pléiade, etc. Très généreux de ses connaissances, mais d'une humilité, d'une simplicité. Encore un gros morceau. C'est des genres d'aide, des croisées de chemin qui sont uniques, ça. Dans mon cas, là. Et c'est une grosse perte. C'est vraiment une très, très grosse perte au plan personnel, au plan intellectuel. Là, il venait chez nous, c'était une tradition, venir prendre des repas, passer un bon moment avec nous autres. Et c'est toujours très agréable. Oui. Mais c'est drôle que vous dites ça parce que nous, ce qu'on se disait aussi ici, c'est que son bureau était toujours ouvert. Oui. Que la porte était toujours ouverte, tu sais, puis on a été longtemps à avoir la porte fermée, puis ça nous marquait jusqu'à un certain point, parce que tournait puis il nous parlait pendant 45 minutes. Je veux dire, c'était un homme qui aimait ça aussi, dialoguer, là. Vous parlez de du bagage, mais... Très généreux. Oui. On abordait un sujet, puis il pouvait partir, mais sans aucune prétention, là. Puis tantôt, on évoquait le fait qu'il était bon, ce côté religieux. Moi, c'est jamais intervenu dans nos propos. Jamais je l'ai vu comme prêtre. Il n'a jamais affiché ça. Moi, c'était le sabbat, l'intellectuel, c'est ça que... Mais c'est drôle ce que vous dites, parce que je vous dirais que personnellement, ça m'a pris un certain temps avant de comprendre qu'il était prêtre. Ah oui. Parce que c'était pas quelque chose de super affiché. Tu sais, c'est pas quelque chose, encore une fois, dont il se vantait, là, je veux dire. Non, c'est ça. C'était pas affiché comme... Non, c'était très... Tu sais, c'est un peu l'esprit prêtre ouvrier, vous avez dû connaître ça un peu, là, tu sais, la personne de terrain qui a sa foi, mais qui c'est pas on part convaincre puis on part en croisade. On dirait que c'est plus un tremplin vers la connaissance. C'est ça. Exact. Ça lui a permis de l'étudier à plein de places. Puis... Exact, c'est ça. Puis là, c'est bon que vous interveniez parce que on a parlé du frère, on a parlé de l'ami, puis là, on va parler de l'oncle. Oui, exactement. C'est quoi avoir Paul Hubert Poirier comme oncle? Ben, quand t'es tout petit, il était pas très enfant, là. Fait que, tu sais, c'est très monsieur sérieux, puis tout ça. Mais ça, c'est plus quand j'étais tout petit, là. Avec les années, ben, il descendait tout le temps en Gaspésie, puis tout ça, là, pour les fêtes, Pâques, etc. Fait que, avec les années, ben là, mettons... je n'ai qu'à jaser plus avec lui de certains sujets, mais c'est comme il disait, il parlait pas de travail en tant que tel, plus il fallait le questionner. Fait, c'était très, comme je disais tantôt, un peu mystérieux. Là. C'était, on savait qu'il déchiffrait des manuscrits puis tout ça. Tu parlais un peu d'Indiana Jones. Exactement, c'est ça. Fait que ça faisait penser à ça, enfant. Là. Fait que c'était très mystérieux. Fait que là, nous autres, on posait tout le temps plein de questions puis tout ça. Mais il en parlait pas beaucoup. Mais c'était vraiment quelqu'un... quand il travaillait pas, il était vraiment là pour relaxer, passer du temps en famille. Toujours aller voir sa mère, ma mère aussi, puis toute la famille. Mais c'est ça. Fait que c'était vraiment... puis avec les dernières années, ben, je jasais beaucoup plus. Fait que ça m'a amené côté de job, ben, là,
on se rejoignait un petit peu là-dessus, même si on faisait pas les mêmes affaires. Fait que là, je jasais beaucoup avec. Des fois, je demandais des conseils. Fait que c'est... Puis lui, c'était vraiment au niveau... son but, là, c'était de permettre que le monde puisse avoir le savoir, finalement, là, en traduisant, en permettant aux gens dont telle langue, si elles ne comprennent pas, ben, qu'ils aient accès à des documents qu'ils étaient capables de comprendre, que ce soit en anglais, français, etc. Puis, comme dans les exposés tantôt, ben, c'est ça, il disait il m'avait dit qu'il était en train d'apprendre l'arabe. Puis moi, j'ai des collègues arabes, fait que là, j'avais appris quelques petits mots, là, bonjour, mais tu sais, sans plus. Puis là, c'est ça, je jasais avec, fait que là, on avait comme connecté un petit peu là-dessus, puis il m'avait vite repris sur ma prononciation. Je me trouvais bon, mais non, ça a l'air que je l'avais pas, mais tu sais, il prononçait, puis je trouvais que ça a l'air pareil, mais je vais me fier à lui, comme quoi que c'est pas pareil, là. Puis, mais tu sais, c'était le fun, puis des fois, je réussissais à trouver quelques petites jokes un peu plus intellectuelles, puis qui riaient beaucoup, puis j'étais comme fier de ma shot, là, tu sais, j'ai dit, moi, tu sais, il était très accessible, tu sais, t'arrivais pour y parler, puis il trouvait ça bien le fun. Avec mes enfants, là, il aimait bien les sujets de conversation, là, il trouvait ça vraiment intéressant, là, de plus en plus qu'il vieillissait, puis tout ça, là, fait que, non, c'était vraiment, c'était quelqu'un, tu sais, très cultivé, puis en même temps, très, c'est ça, accessible. Ouais. Puis tu sais, c'est pas quelqu'un qui se vantait. Fallait quasiment que tu lui poses des questions pour savoir s'il y avait eu des prix des trucs de même. Mais tu sais, il pouvait t'en nommer un ou deux, mais tu sais, il nommait pas toutes. C'était vraiment... tu sais, il faisait pas ça pour la reconnaissance. Même si à la fin, tu sais, en tout cas, quelques mois avant son décès, il disait que c'était le fun pareil. Là. Ça, il me l'avait dit. Là, il faisait pas ça expressément pour ça. Mais quand il y avait de la reconnaissance, avec les années qu'il avait mis à travailler puis les efforts, qu'il disait qu'il avait donné beaucoup, ben ça, il trouvait ça le fun. C'était comme un petit plus là, qui faisait du bien là-dessus. Puis c'est ça, là, il travaillait sur, je pense, 3 livres différents là, avant son décès. Là, fait que je pense pas qu'il aurait pris une retraite. Ben, tu sais, retraite peut-être comme professeur. Mais je sais qu'il faisait du remplacement, mais qu'il disait j'y vais, puis ça me fait plaisir, puis... Il était beaucoup sur un mode voyage aussi, je pense. Oui. Il était sur un mode découverte du temps. Parce que moi, je lui disais souvent, parce que moi, je suis un grand voyageur, je lui disais souvent, c'est le fun de savoir ce qui est marqué dans le livre, mais c'est le fun de voir le terrain aussi de ce qu'on lit dans le livre. Il dit, vous avez raison. Comme c'est Yvon Deschamps. C'est wow qu'on peut. Exact. C'est wow, c'est ça. Donc, en résumé, si je peux faire un petit peu un résumé, c'est que c'était quand même un homme de famille. Oui, beaucoup. Très, très de famille. Il m'a baptisé, il en a baptisé d'autres. Quand je suis venu me marier, ben, j'ai posé la question s'il voulait me marier. Ça lui faisait plaisir. Lui, c'est ça, tu sais, faire des petites célébrations de même pour la famille, ça lui faisait vraiment plaisir. Quand il descendait, ben là, il donnait des coups de main aux autres curés là, parce qu'il manquait de monde puis tout ça. Mais c'est ça, pour le mariage puis tout ça, là, puis il a baptisé mes enfants, puis c'était vraiment le fun. Là, c'était de voir notre oncle qui fait la cérémonie. Des fois, il oubliait des petites parties, mais c'est pas grave là, parce qu'il en faisait moins, là, mais c'est ça, là, c'était le fun. C'est vraiment le fun. Là, ouais. Honnêtement, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Ça nous fait découvrir aussi un autre côté de sa personnalité que nous, on n'a pas connu. Donc, merci énormément d'être passé. Ça fait plaisir. OK. Merci beaucoup. Cet enseignement des sciences religieuses et des grandes traditions dans un contexte universitaire est essentiel pour connaître les racines de notre culture et aussi pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas parce que les églises se vident que le religieux disparaît. Alors, bienvenue à ce balado hommage à M. Polybert Poirier. Nous avons deux nouveaux invités. Alors, je vais les laisser se présenter dans un premier temps. Je m'appelle Louis Pinchot, je suis professeur retraité, professeur émérite de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Et j'ai connu, fréquenté et collaboré avec Polybert Poirier
auquel on rend hommage aujourd'hui depuis finalement le début de mes études à l'Université Laval en 1969. Oui, je suis Anne Pasquier. Moi aussi, j'étais professeure à la Faculté de théologie et de sciences religieuses. Je suis membre de l'Institut d'études anciennes et puis je fais partie de cette équipe qui a travaillé sur les textes de Nag Hammadi, comme Louis, comme Paul-Hubert Poirier. Donc, c'est une très bonne introduction que vous venez nous faire, Mme Pasquier, parce que justement, ce serait peut-être ma première question à M. Pinchot. Comment est-ce que ça a commencé, cette idée d'étudier les textes de Nag Hammadi à l'Université Laval? Alors, c'est une histoire un peu... c'est une histoire assez particulière. Je vais m'en tenir aux grandes lignes. Il y avait dans les années... d'abord, les textes de Nag Hammadi, c'est une collection de manuscrits sur papyrus qui ont été découverts dans la région de la ville de Nag Hammadi, en Haute-Égypte, en 1945. Dans les années 70, dans les années 60, les années 70, les recherches ont évolué très lentement parce que les papyrus n'étaient pas accessibles d'une façon facile et générale. À cette époque, il y a un professeur de la faculté de théologie catholique de l'Université Strasbourg, originaire de l'Université de Montréal, Jacques Ménard, qui venait régulièrement comme professeur invité au laboratoire d'histoire religieuse de l'Université Laval. Et Jacques Ménard était un spécialiste des textes de Nag Hammadi. Donc, ce Jacques Ménard fait des cours sur les textes de Nag Hammadi. Je suis un de ses cours, ça m'emballe. Je mords, si vous voulez, à l'hameçon et je me vois vite enrôlé dans un séminaire où on lisait des textes coptes avec le professeur Michel Roberge, qui est décédé, qui était jeune professeur à l'Université Laval à ce moment-là, et qu'on a commencé à travailler, à lire ces textes-là, jusqu'à ce que jaillisse le projet d'une édition critique et traduction française de ces textes à l'Université Laval. Donc, c'est à partir de ce moment-là, justement, que la collection des textes de Nag Hammadi a commencé à l'Université Laval? C'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé. Il faudrait faire la préhistoire de cette éclosion improbable d'une publication des textes de Nag Hammadi à l'Université Laval, alors que on ne peut pas dire qu'il y avait une grande tradition dans ce domaine, comme c'était le cas à Paris ou à Berlin, par exemple. Mais on va laisser ça de côté. On en parlera peut-être en 2028 à l'occasion d'un 50e anniversaire. Parce que, donc, ces séminaires ont abouti aux premières éditions et traductions françaises de textes de Nag Hammadi par le professeur Ménard dans une nouvelle collection qui était publiée par les presses de l'Université Laval, la bibliothèque copte de Nag Hammadi. Très rapidement, on a demandé, en fait pas moi, j'étais un jeune étudiant à l'époque, on a sollicité une subvention au Conseil des arts du Canada, auquel a succédé le Conseil de recherche en sciences humaines. Première subvention obtenue qui a permis de lancer ce projet de collection et pour marquer officiellement et je dirais internationalement, le lancement de cette collection. En 1978, les professeurs Hervé Gagné, Jacques Ménard et Michel Roberge ont organisé un grand colloque ici à l'Université Laval, un colloque international sur les textes de Nag Hammadi, où tout le gratin de la science gnostique de l'époque se trouvaient réunis, enfin tous les grands noms qui nous avaient précédés. Et je dois dire que pour ma collègue Anne Pasquier, qui était aussi étudiante à l'époque, et moi-même, c'était une expérience assez extraordinaire de se trouver
côte à côte avec tous les grands noms de ce champ d'études. Et je peux dire qu'à partir de 1978 et de ce colloque, le projet d'édition des textes de Nag Hammadi à l'Université Laval est, pour ainsi dire, entré dans la cour des grands avec le Berliner Arbeitskreis de Berlin et pour la publication allemande et le groupe de Claremont en Californie pour la publication anglaise. Et ça a été le début d'une grande aventure humaine, universitaire et intellectuelle qui devait durer 5 ou 6 ans et qui n'est pas tout à fait terminée. Il y a le tome 39 qui va sortir. Ah, c'est une longue aventure, Mme Pasquier. Oui, c'est une longue aventure qui n'est pas terminée, comme dit Louis. Et je voudrais juste dire un petit mot à ce propos sur Polybert, parce que ce projet se base sur l'étude des langues anciennes, puis l'étude de la traduction dans le texte même. Et Polybert était, j'oserais dire, une éponge à langue orientale et autres, géorgien, syriaque, éthiopien, copte, latin, et grec. J'ai suivi de ses cours d'ailleurs, il est très, 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 très exigeant. Et aussi dire à propos de ce projet de Nag Hammadi, à quel point il trouvait important, et nous aussi, d'étudier non pas seulement, si on veut comprendre le christianisme des débuts, pas seulement les textes qu'on dit canoniques, comme les évangiles de Luc, Marc, Matthieu et Jean, mais aussi cette immense littérature apocryphe sans laquelle on peut pas comprendre les premiers siècles, et qui se retrouve dans tous les milieux. Là, on est en Égypte, mais avec des liens avec la Syrie, avec Rome. Alors, c'est un milieu extrêmement passionnant, étrange, qui nous montre un christianisme différent. Dans cette, par exemple, Alexandrie d'Égypte, qui est un passage entre l'Orient et l'Occident, où il y avait une immense communauté juive, où il y avait des grandes écoles philosophiques, où les premiers chrétiens s'inscrivent dans ces milieux-là, discutent, polémiquent et tout ça. Et donc, la bibliothèque copte de Nag Hammadi, en ce sens, est passionnante. On a parlé, par exemple, dans le colloque de l'Évangile selon Thomas, sans lequel, maintenant, les spécialistes du Nouveau Testament ils ne peuvent pas s'en passer s'ils veulent comprendre les débuts. Il y a aussi des textes, alors comme le fragment de la République de Platon, des textes cosmologiques et mythologiques, où les gnostiques, qui étaient des gens très pessimistes, se posent des questions sur, par exemple, le mal. Pourquoi le mal dans le monde et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un Dieu qui permet ça et comment? Et des grandes questions qui sont passionnantes. Voilà, et c'est ce qu'on peut voir dans les différentes traductions. Oui, allez-y. Oui. Je voulais simplement ajouter à propos de ces textes, et on a mentionné que le travail n'était pas terminé, mais il avance toujours, et je voudrais souligner que l'Évangile de la vérité du Codex 1 de Nag Hammadi va bientôt partir sous presse, et il est dû au travail de ma collègue Anne Pasquier. Merci, mais on est plusieurs à travailler. Et combien d'années sur ce codex? Oh, longtemps, parce que quand on enseigne à temps plein, c'est un peu difficile. Et puis j'ai fait d'autres choses aussi entre-temps, mais merci Louis, effectivement. Et Louis, je vais continuer, va aussi publier l'Évangile selon Philippe, bientôt, et l'Évangile selon Judas. Voilà, donc c'est pas fini. L'Évangile de Judas, ça risque de faire des étincelles. Intéressant. Et là, on se ramène un peu à M. Poirier. Et donc, vous êtes tous connus jusqu'à un certain point sous ce chapeau de l'étude des textes de Nag Hammadi? Oui, enfin, moi j'avais connu Polybert dès les premières années de mes études à la faculté de théologie. Mais ce qui nous a rapprochés de Polybert, c'était vraiment cet engagement, le sien et le nôtre, dans ce projet de publication des textes de Nag Hammadi. Et donc, ça a commencé, donc ça fait 50 ans. Donc, c'est une cinquantaine d'années de travaux réguliers ensemble. Polybert a dirigé cette collection pendant 20 ans. Je lui ai succédé pendant 20 ans.
Et puis, quand il était directeur, je me suis moi-même beaucoup impliqué, disons, dans l'orientation. Et enfin, quand je suis devenu directeur, c'était lui qui... Donc, à vrai dire, le chapeau a changé de tête, mais le travail n'a pas tant changé parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, non seulement dans une perspective scientifique pour l'édition, la traduction des textes, dont on discutait à chaque semaine, parce que j'ai parlé des tout premiers séminaires de Copte en 1973. Ben, dans cette salle même, ici, il y en a eu un encore la semaine dernière, où on discutait l'édition d'un texte. Donc, ça fait 50 ans qu'on discute. Alors, il y a tout ce volet intellectuel, et puis aussi, il y a eu tout le volet de, je dirais, politique et de gestion, de recherche de subventions, d'orientation de la recherche, de direction d'un groupe de recherche qui a été aussi très, très important. Madame Pasquier, vous avez abordé un point très intéressant tout à l'heure parce que vous avez dit toute cette bibliothèque-là nous donne une espèce d'autre façon de voir le christianisme. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné jusqu'à un certain point chez M. Poirier, c'est un homme d'Église. Donc, il était capable, comme chercheur, de faire la part entre la croyance et la connaissance. Donc, je ne sais pas si dans votre travail, vous aviez cette espèce de pas de double vision, mais je veux dire, il était capable de faire cette distinction-là assez aisément. Puis ça, moi, personnellement, ça me fascinait. Oui, c'est vrai. Hein? Je pense que Louis pourrait en parler aussi. Oui, je pense que il se disait un historien et il en était un. Et c'est nécessaire, c'est difficile parce que la religion chez les gens, c'est toujours très émotif aussi. Hein? Mm-hmm. Mais non, quand il étudiait les textes, il regardait les faits, les concordances, le contexte et pour essayer de... c'est une belle histoire aussi, ça n'enlève rien, hein, de montrer que toute cette littérature des débuts, elle se veut pas tellement historienne, ni les évangiles non plus. D'ailleurs, ils sont variables, les évangiles, parce que les textes passaient dans différentes communautés. Mais ce qu'ils veulent, c'est provoquer des gens, aller les chercher, leur faire comprendre quelque chose. Donc, ces textes-là sont axés toujours vers le futur. Et donc, on peut comprendre qu'on utilise... ce ne sont pas des textes qui sont totalement historiques. Hein? D'ailleurs, quand on parle de sujets religieux, quand on parle du divin, c'est pas scientifique. Pas plus que ne l'est Bach, Mozart, ou la poésie, ou la littérature, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité, mais c'est un autre langage qu'on doit. Et ça, il était conscient d'ailleurs, comme mon collègue Louis, la propriété de ce langage religieux, hein, qui n'est pas... si on étudie l'histoire et qu'on étudie un texte religieux, ce qu'il nous dit, ça ne correspond pas nécessairement aux faits historiques tels qu'ils se sont passés, même s'il y en a à l'origine de ça. Je ne sais pas si c'est un petit peu clair ou c'est... voilà. C'est que le langage religieux ne permet pas de déduire exactement que ça s'est passé comme ça. Hein, mais on veut provoquer le futur, provoquer les gens, convertir. Voilà, et ça, c'est très important. Et il était capable, oui, de faire la séparation entre les deux, tout à fait. Et si, par exemple, il y a des très belles choses dans cette religion, puis des choses moins bien, il faut être capable de les voir. C'est tout. Hein? Des gens qui étaient moins bien... si vous me permettez, j'ajouterais une petite chose. J'employais souvent une image avec mes étudiants. Et je leur disais que notre connaissance du christianisme, de l'Antiquité en général et du christianisme ancien est comparable à quelqu'un qui voudrait reconstituer un puzzle de 1000 morceaux dont il n'en reste que 100. Oui, c'est à peu près ça. Et alors, avec les 100 qui ont été transmis par la tradition, disons canonique ou ecclésiale, qui ont subi une certaine sélection, ces 100-là nous permettent de voir
un certain coin de l'image. Et tout d'un coup, on découvre par hasard, en 1945, une cinquantaine de textes inconnus. Alors ça, c'est des petits morceaux qui doivent se placer quelque part dans le puzzle. Mais on ne sait pas exactement où. Alors, on essaie de faire des liens et de tracer des lignes entre ces... Alors, ça nous permet... C'est une découverte comme celle des textes de Nag Hammadi et bien d'autres découvertes anciennes, les papyrus d'Oxyrhynque, notamment. C'est autant de petites fenêtres qui s'ouvrent et qui nous permettent d'ajouter un peu à la connaissance qui nous a été transmise par la tradition. C'est bien. Et un petit peu pour conclure, quels sont vos... C'est un petit volet nostalgie. Quels sont vos souvenirs avec M. Poirier et qu'est-ce que vous pensez qu'il laisse comme legs à l'Institut? C'est tellement immense que, comme disait un des participants au colloque, il est presque encore vivant, là. On ne s'est pas encore habitué à sa mort, déjà, là. Et puis, il a dirigé, comme Louis l'a fait après, cette équipe, et on l'a fréquenté toutes les semaines pendant des années, avec des discussions profondes qui vont nécessairement, qui continuent à nous influencer, voilà, et puis par ses travaux, par ses livres, et voilà, c'est beaucoup. Et j'ajouterais que, effectivement, par ses travaux et ses livres, la mémoire de Paul Hubert va rester vivante, et par des travaux qui sont encore à paraître, qui vont paraître à titre posthume. Et j'ajouterais un autre volet. Pendant toutes ces années où Paul Hubert a dirigé des étudiants à la maîtrise et au doctorat, ce qu'il a continué à faire après sa retraite d'ailleurs, il a contribué à former des cohortes et un grand nombre de chercheurs et de spécialistes qui sont devenus à leur tour des autorités dans leur domaine, mais à la Bibliothèque Vaticane, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, dans les pays scandinaves, en France. Il y a aujourd'hui des universitaires qui ont été formés ici. Oui, je pensais en Norvège, la Finlande, qui d'une certaine façon aussi contribuent à semer à tout vent, je dirais, l'héritage de Paul Hubert. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre balado. Merci à vous. Je vous en prie, ce fut un plaisir. Merci. Plaisir partagé. Je m'appelle Paul Hubert Poirier, je suis professeur à la faculté de théologie et sciences religieuses de l'Université Laval. Cette littérature qui n'était plus considérée comme pertinente au 4e et 5e siècle a été oubliée, a été détruite, a été cachée dans le cas des textes de Nag Hammadi. Donc l'impact de ces textes-là, c'est qu'ils nous obligent en quelque sorte à réécrire l'histoire du christianisme des 2e et 3e siècles. Bonjour, re-bienvenue à ce podcast spécial en hommage à M. Paul Hubert Poirier. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Thomas Schmidt. M. Schmidt, bonjour. Bonjour. Quand on dit le mot Paul Hubert Poirier, qu'est-ce qui vous vient en tête? Alors moi, il y a deux choses. La première, c'est beaucoup d'admiration pour le scientifique. M. Poirier était un scientifique avec une réputation mondiale, on peut le dire, et j'ai toujours eu énormément d'admiration pour lui. Une admiration d'autant plus forte que c'était quelqu'un de très modeste, et ça ne paraissait absolument pas dans les rapports qu'il avait avec vous. Donc c'était quelque chose de très frappant chez lui, disons, ce côté simple, malgré le fait que voilà, c'est vraiment une sommité mondiale. Et la deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup collaboré pendant que j'étais ici à l'Université Laval, et puis même après quand je suis retourné à Fribourg. Donc on a eu plusieurs projets ensemble. Ça a toujours été premièrement très agréable, et avec le temps, Paul Hubert est devenu un ami. Et donc à l'admiration pour le scientifique, c'est ajouter l'affection pour celui qui est devenu mon ami. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous allez voir, ma prochaine question va un peu englober vos deux réponses. Vous avez parlé justement d'une sommité mondiale, et vous avez parlé du collègue aussi. Est-ce que vous connaissiez M. Poirier
antérieurement à votre travail commun ou Non, j'avoue que je le connaissais pas. Ce qui peut paraître surprenant par après coup, mais il est vrai qu'avant que j'arrive à l'Université Laval, j'étais quand même plutôt dans des domaines qui n'étaient pas des domaines de Paul Hubert. Donc ça explique pourquoi on s'est jamais vraiment touché avant ça. Mais sitôt que je suis arrivé ici, on a fait connaissance, évidemment, et puis on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs, beaucoup d'intérêts communs, notamment la patristique au sens large. Moi, j'avais fait une édition d'un commentateur de Grégoire de Nazianze, donc c'est par cette porte-là, disons, qu'on est entré en contact, et puis après, il y a eu le projet Titus de Bostra, puis maintenant le projet Sérapion de Tmuis, donc on avait plusieurs projets qui nous ont rapprochés. D'ailleurs, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous venez justement aborder un de ces deux projets aux gens qui seront au colloque. Exactement. En fait, c'est avec Agathe Roman, collègue de Montréal, qu'on va parler en fait des deux projets parce qu'ils sont tellement liés l'un à l'autre que moi, je commencerai par parler du projet de Titus de Bostra et elle parlera ensuite de Sérapion de Tmuis. Mais les deux vont ensemble. Et c'est intéressant que vous parliez de ça parce que pour avoir discuté souvent avec M. Poirier, le projet de Titus de Bostra, c'est quelque chose qui était très cher à son cœur. Donc, pouvez-vous nous parler justement un petit peu comment ça a commencé, ce projet-là particulier? Alors, oui, justement, c'est ce dont je vais parler tout à l'heure dans la conférence. Et pour lui, c'est vraiment un très vieux projet puisque ça remonte à 1984. C'est là qu'il a commencé à travailler sur la version syriaque, en fait, de Titus de Bostra, avec une de ses étudiantes de l'époque, Catherine Sansal. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler, ou que Paul Hubert a commencé à travailler là-dessus. Après, il a été pris par d'autres projets, notamment en Agamadi et tout ça, donc il s'est un peu détourné de Titus, mais il avait fait la promesse au Corpus Christianorum Ceres Graeca d'en faire une édition. Mais justement, comme il était pris par d'autres projets, ça c'est resté un peu en suspens, et finalement, en fait, quand je suis arrivé, il y avait Agathe Roman qui était là aussi. Il s'est trouvé un peu par hasard qu'on était une équipe de personnes compétentes pour travailler sur ce projet-là, et ça a donné l'impulsion nécessaire à Paul Hubert pour relancer ce projet. Et donc Agathe Roman et moi-même, on s'occupait plutôt du grec, et Paul Hubert, avec Éric Gréger, s'occupait du syriaque, et c'est comme ça qu'on a finalement fait cette édition, qui est vraiment un gros volume, et un volume vraiment impressionnant, et dont Paul Hubert, mais nous aussi sommes très fiers parce que c'est vraiment un beau projet qui a abouti. Puis je vous dis ça parce que c'est une petite anecdote, parce qu'à un moment donné, on discute, puis je lui dis que je vais visiter les monastères du Natrum. Puis là, il me dit, si vous passez par le monastère des Syriens, j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être une page de tel manuscrit qui reste, qu'on n'a jamais vu, si vous pouviez faire... Donc, même s'il n'était plus dans ces projets-là, ou s'il était sur un autre projet, il y a quand même un continuum. Il avait toujours ces sujets-là en tête. D'ailleurs, ce qui m'amène à dire, qu'est-ce que vous retenez, justement, de cet érudit-là? Qu'est-ce qui vous a apporté jusqu'à un certain point comme chercheur? Il m'a apporté beaucoup de choses. Alors, la première chose, je dirais, c'est cette rigueur qu'il avait dans tout ce qu'il faisait. Je veux dire, il était extrêmement rigoureux, minutieux. Il avait le souci du détail, donc il laissait rien au hasard. Et ça, je pense que c'est la bonne attitude à avoir, surtout dans un projet de ce type-là, où il faut aussi confronter les manuscrits, comparer le grec et le syriaque, etc. Donc on ne peut pas faire ça dans l'à peu près. Il faut vraiment être minutieux, précis, et ça il l'avait. Mais sinon, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais moi, ce qui m'a marqué chez lui, c'est justement cette humilité qu'il avait dans sa personne, dans ses rapports avec les collègues. Alors que, encore une fois, je veux dire, c'était une sommité mondiale et il aurait pu planer des kilomètres au-dessus des autres personnes, et c'était pas du tout le cas. Et ce que j'ai le plus apprécié dans notre collaboration avec Agathe Roman et lui, c'était ces rencontres hebdomadaires qu'on avait. C'était toujours le vendredi après-midi, et ça se passait dans une simplicité absolue, et il n'y avait pas de gêne, il n'y avait pas de hiérarchie entre nous. On était vraiment des collègues qui
travaillons ensemble au même projet dans le but d'en faire le meilleur usage possible. Et moi, c'est ça qui m'a marqué chez lui, c'est qu'on peut être une sommité mondiale, mais ne pas le faire sentir aux autres, disons. C'est excellent. Sa perte est très importante, vous comprendrez, pour l'Institut et était un peu aussi soudaine, malheureusement. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait conserver comme legs? C'est quoi son legs, M. Poirier, pour l'Institut? Je sais que dans le monde, il y a un bon legs aussi, là, mais pour nous, là, qu'est-ce qu'on devrait retenir, là, justement? Alors, retenir d'abord que, justement, ça a été un scientifique de renommée mondiale, donc il a contribué au rayonnement de l'Université Laval par ça, et je veux dire, les gens qui ont connu Paul Hubert l'ont toujours associé à l'Université Laval, donc je veux dire, il a mis l'Université Laval sur la carte, en tout cas dans le domaine de la patristique, des études du christianisme ancien, donc ça, je pense que, enfin, on n'a même pas besoin de le retenir, ça c'est quelque chose qui est là. Mais ici, à l'Université Laval, je pense qu'il faut aussi retenir le fait qu'il est, d'une certaine façon, à l'origine de l'Institut aussi. Et donc, d'une certaine façon, l'Institut, c'est son legs, et c'est comme ça qu'on va se souvenir de lui. On pourrait presque appeler cet institut de l'Institut Paul Hubert Poirier, ça ne serait pas usurpé, selon moi. C'est ce que je pensais pour partir vous dire, c'est comme s'il demeurait en vie jusqu'à un certain point grâce à l'Institut qui l'a mis au monde. Complètement. Alors, Thomas Schmidt, merci beaucoup d'être passé à notre balado. Avec plaisir. Donc, on peut dire que les écrits qui sont passés dans le Nouveau Testament ne monopolisent pas à eux seuls l'intégralité de la tradition chrétienne. Alors, donc, il y a effectivement deux écrits importants, un évangile selon Thomas et des actes de l'apôtre Thomas. Et Thomas a été particulièrement vénéré, attesté dans les églises, peut-on dire, à l'est d'Antioche, c'est-à-dire vers la Mésopotamie, vers l'Irak, l'Iran d'aujourd'hui, la Syrie, autour de la ville d'Édesse, par exemple. Donc ces régions-là vont être christianisées par des chrétiens de langue syriaque. Alors, nous sommes de retour à cet hommage à M. Poirier, avec deux nouveaux invités, M. Mijotte et M. Narbonne. Bonjour, messieurs. Bonjour. Dans un premier temps, je vous laisserai peut-être vous présenter sommairement pour les gens qui ne vous connaissent pas à la maison. Je commence? Oui, vous pouvez y aller. Bon, eh bien, Léopold Mijotte, j'ai été professeur ici pendant plus de 30 ans en histoire ancienne, plus exactement en histoire grecque. En fait, je peux dire que j'ai introduit l'histoire grecque ici et l'étude de l'épigraphie grecque aussi. J'ai donc poursuivi l'enseignement, la recherche, la participation aux instituts, aux départements, à la faculté, comme chacun doit le faire. Et c'est pendant cette longue période que j'ai, à partir du moment où il est arrivé lui-même, que j'ai connu d'assez près Paul Hubert Poirier. C'est bon, on va revenir à ça. Et là, je vous laisse. On va présenter presque un de nos habitués maintenant, M. Narbonne. Bonjour. Alors, Jean-Marc Narbonne, je suis professeur de philosophie antique ici à l'Université Laval, à la faculté de philosophie, mais un membre régulier de l'Institut d'études anciennes ici également. Et donc, j'ai travaillé pendant longtemps sur des sujets liés au néoplatonisme, ce qui m'a mis en rapport assez étroit avec Paul Hubert Poirier. Parlons de cet individu que nous célébrons aujourd'hui. M. Mijotte, vous nous avez un petit peu introduit. Dans le fond, vous étiez déjà à l'université lorsque Paul Hubert a fait son entrée? Oui, moi j'y étais depuis 1966. OK. Donc ça remonte très loin. Évidemment, je suis encore, et j'étais un historien. Nous n'avions rien de commun en ce qui concerne la recherche, sinon un intérêt évidemment pour l'histoire. Et parmi les événements d'Antiquité, il y a évidemment le début du christianisme. Mais ce que je retiens de lui, c'est un peu tout ce qu'on a dit ce matin, ce collègue toujours présent, toujours aimable, toujours de bonne humeur, toujours serviable aussi, et avec qui j'échangeais très souvent, parce qu'il me parlait de ses recherches, de ses invitations, de ce séjour à Paris. Je lui parlais de mon côté de ce que je faisais,
mes publications, aussi de mes séjours à l'étranger, des invitations, etc. Et tout ça, tous ces échanges étaient éclairants, évidemment, pour moi, comme j'espère pour lui aussi, puisque nous étions quand même plus ou moins du même monde scientifique, l'Antiquité. Exact. Et ce qui m'amène à la philosophie, parce qu'on se dit, un érudit du christianisme, comment peut-il s'intéresser au néoplatonisme, etc. Donc, M. Narbonne, c'était quoi votre relation de travail avec M. Poirier? Oui. Alors, la relation s'est développée plus tranquillement. J'étais quand même depuis 8-9 ans déjà à l'université et je travaillais à cette époque-là beaucoup sur Plotin, que j'ai édité avec des collègues, etc. Et puis, mais peu à peu, l'intérêt s'est manifesté d'un travail commun et d'une recherche commune entre le néoplatonisme et la tradition gnostique. Et donc, évidemment, ici, à l'Université Laval, à l'Institut, c'était un lieu privilégié de recherche sur le sujet auquel je n'étais pas vraiment sensibilisé à ce point-là avant d'être ici à l'université. Puis peu à peu, les liens se sont développés entre Paul-Hubert Poirier et moi à travers plusieurs amis communs que nous avions. Philippe Hoffmann, par exemple, à Paris, Luc Brisson, Alain Segond, etc. Et donc, tout un milieu finalement connexe. Et puis, peu à peu, on s'est rapprochés. Et comme je me suis intéressé à cette interprétation ou à cette influence gnostique, influence réciproque en fait, entre Plotin et les gnostiques et réciproquement, eh bien, on a été amenés à collaborer. C'est comme ça qu'on s'est connus sur une base à la fois amicale et personnelle et académique, bien évidemment. Je voudrais dire une chose par rapport à lui, c'est que Paul-Hubert Poirier, ça a été dit de manière différente durant la présentation de ce matin, mais je pense que je voudrais le dire de la manière suivante. Je pense que c'était un grand homme, un grand Québécois, un grand Canadien, mais un grand homme, tout simplement. C'est quelqu'un d'une très très grande envergure. Et puis, l'autre point sur lequel j'insisterai, c'est une impression d'une très très grande conscience éthique chez cet individu. Un homme de la moralité, un homme d'une grandeur morale, édifiante. Et tant et si bien qu'il avait une présence à la fois bienveillante et rassurante, en quelque sorte. Il était menaçant pour personne et très accueillant. Et des gens de cette envergure humaine, on n'en rencontre pas tant que ça dans une vie. Je pourrais nommer quelques personnes qui ont été importantes je pense par exemple à Georges Leroux, à l'Université du Québec à Montréal, qui est une figure aussi de probité intellectuelle. Et ça, pour moi, c'est la qualité fondamentale. C'est ce que je dirais. Oui, et c'est intéressant que vous me dites ça parce que, pour avoir travaillé aussi un peu avec lui, c'était un homme très rigoureux et aussi qui était aussi conscient que ses recherches pouvaient, pour les croyants notamment, pouvaient affecter jusqu'à un certain point les croyances. Et il disait, il faut vraiment dire aux gens, il y a la croyance qui est correcte, qui est une histoire qui doit être étudiée, et aussi il doit y avoir la recherche. Donc, c'était un homme, puis je ne sais pas si vous pourrez renchérir là-dessus, mais qui naviguait entre ces deux mondes toujours. Oui, je me souviens justement d'une discussion que nous avons eue à propos de la résurrection de Jésus. Okay. Et je disais, est-ce que tu y crois, toi? Je lui ai carrément, je crois, posé la question comme ça. Et il a dit, ce qui est sûr, c'est que la croyance dans la résurrection de Jésus est un fait historique avéré, comme la virginité de Marie dont on a parlé ce matin. Alors, il arrivait à concilier sa foi et son métier d'historien, ce que je trouve assez remarquable, et je dirais même paradoxal, parce que dans mon cas, ça c'est peut-être confidentiel, je n'y suis pas arrivé. Mon métier d'historien m'a fait perdre la foi. Mais tant mieux si lui l'a conservé, bien entendu. Exact. Et en terminant, messieurs,
qu'est-ce qu'on devrait retenir de M. Narbonne? Vous nous avez très bien expliqué là, que c'est un grand homme, etc. Mais si vous aviez 2 ou 3 mots là, à nous dire, qu'est-ce qu'on devrait retenir de l'œuvre de M. Poirier et de sa personne? Je dirais que ce que je dirais est à l'avenant de ce que j'ai déjà mentionné. C'est une œuvre patiente, avec beaucoup de détermination et de régularité. Et puis vous savez, la réussite, je pense, dans la vie, c'est, je ne sais pas moi, c'est 5% de talent et 95% d'assiduité et de persévérance. Et c'est ça qui me paraît fondamental. Je dirais qu'il faut même avoir le talent d'exploiter son talent et lui donner toute la place. Et ça, il a réussi à faire ça. Et de ce point de vue-là, c'est un personnage inspirant. Mais je dirais tout simplement, bien sûr, c'était un grand professeur, un grand homme. Il a réussi à combiner en lui, dans son activité, toutes les facettes, tous les aspects du métier. La recherche, de très haut niveau, un enseignement très réussi, d'après tous les témoignages qu'on en a, et une implication dans la vie universitaire très rare, avec la bibliothèque, la création de l'Institut, etc., et son art véritablement de la diplomatie. Même la création de l'Institut n'allait pas de soi, selon les statuts de l'université. Ah oui. Et c'est un détail peut-être, mais normalement, ces instituts, si je me souviens bien, doivent s'appeler instituts supérieurs, par exemple de sciences politiques. Et il a réussi à le faire accepter par le conseil de l'université en enlevant le mot supérieur. Donc c'était l'Institut d'études anciennes, hein, je ne me trompe pas, je crois. Non, c'est ça. Et puis il a beaucoup travaillé à la fondation de l'Institut. Et comme dit M. Mijotte très excellemment, c'était extrêmement compliqué. Il a rencontré beaucoup de résistance. Je pense qu'il y a passé 2 ans. Peut-être même davantage, j'en sais rien. Mais il est allé voir l'administration, il a consulté, ça ne marchait pas, on refusait tel statut, on refusait tel format. Est-ce qu'on allait faire un département? Est-ce qu'on allait faire un centre? Est-ce qu'un institut? Est-ce qu'un institut comme ça existait? Un institut interdépartemental ou interfacultaire? Mais ça a été de longues manœuvres. Oui. Et il avait ses entrées partout, en haut lieu. Et aussi, par exemple, aux presses de l'université, il connaissait tout le monde. Hein? Oui. Ah oui, c'est... De là, votre côté, vous dites un grand homme de diplomatie. Là. De diplomatie, comme on l'a dit ce matin. Absolument. Aucun doute. Persévérance et diplomatie. En tout cas, il nous laisse un souvenir impérissable, je crois. Absolument. C'est un excellent mot de la fin. On vous remercie, messieurs, d'avoir pris ce temps pour venir nous parler de M. Poirier. Merci à vous. Merci à vous. Décret du 15 mai 2015... portant approbation d'élection à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Par décret du Président de la République en date du 15 mai 2015, sont approuvées les élections par l'Académie des inscriptions et des belles-lettres de M. Paul-Hubert Poirier au fauteuil d'associé étranger en remplacement de M. Emilio Gabba. Au nom de l'Académie, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Je vous invite à prendre place parmi vos confrères et à vous associer à nos travaux. Donc, bienvenue à ce balado spécial sur M. Paul-Hubert Poirier. Nous avons avec nous la chance d'avoir un nouvel invité je vais le laisser se présenter. Oui, je suis Patrick Baker, professeur d'histoire grecque ancienne au département de sciences historiques, donc pas dans la même faculté que Paul-Hubert Poirier, mais nous nous sommes fréquentés à l'Institut d'études anciennes. Et médiéval. Oui, M. Baker, est-ce que ça faisait longtemps que vous connaissiez M. Poirier? La question est intéressante et pertinente en même temps. La première fois que j'ai entendu parler de Paul-Hubert Poirier, c'était 12 ou 14 ans avant de le rencontrer. J'étais étudiant au baccalauréat. On est dans les années 86 ou 87. Et à l'époque, c'était le baccalauréat en études anciennes et je faisais l'option archéologie classique, mais passionné de langue. Finalement, je suis devenu épigraphiste. Passionné de langue, je prenais des cours dans toutes sortes de langues, et dont de l'hébreu biblique, allemand, et ainsi de suite. Et un jour, je discutais avec Hubert Giroux, ancien professeur d'archéologie classique ici,
Et il m'avait dit, ah oui, mais si tu veux faire ci ou ça, bon, il faudrait que tu fasses quand même un peu de langue. Et tout de suite, je m'étais empressé pour lui dire, ben justement, je fais ça. Il m'avait dit, ah tiens, est-ce que tu voudrais faire comme Paul-Hubert Poirier? J'avais aucune idée de qui c'était. Je lui ai dit, c'est qui? Il m'avait dit, ah, c'est quelqu'un en théologie, il connaît 25 langues. Et c'était resté pour moi une sorte de mythe. Et là, on est au milieu des années 80, je suis au baccalauréat. Ensuite, j'ai fait une maîtrise sans jamais rencontrer Paul Hubert. Je suis parti à Paris pour le doctorat. Et je n'ai rencontré Paul Hubert qu'à mon retour au Québec à la fin des années 90, plus spécialement quand je suis devenu chargé de cours. J'étais chargé de cours une année avant d'être engagé ici à l'été 98. Et là, je l'ai croisé. À ce moment-là, l'Institut était en gestation. En fait, on était près de l'accouchement, là, dans l'année 98, 97-98, c'était sur le point d'être fait. Là. Et là, j'ai eu l'occasion de le croiser, mais sans vraiment lui parler. Je ne me souviens pas que nous ayons été présentés. Mais c'est lorsque j'ai été engagé que je suis vraiment arrivé donc, dans le groupe. Et à ce moment-là, officiellement, je pense que l'Institut n'était pas officiellement créé. Mais il existait et on était déjà regroupés au pavillon Bonenfant à l'époque. Et bon, j'ai tout de suite été impressionné par cet homme d'un calme, d'une grande science, et qui semblait un puits inépuisable de connaissances, d'anecdotes, de références. Donc le mythe était vrai. Oh, le mythe était complètement fondé. Là. J'ai vraiment eu mon change. Ça a bien fait. J'ai bien fait d'attendre 15 ans de 14-15 ans avant de le rencontrer. Donc, j'étais jeune prof, je venais d'être engagé et l'Institut était créé. À la fin de ma première année comme professeur, en juin 99, avait lieu un cocktail de fondation de l'Institut. C'était au 4e étage du pavillon Desjardins, avec, à l'époque, c'était le recteur Taveda, si je me souviens bien. Donc, il y avait, ou peut-être plutôt Michel Gervais, je ne sais plus. Enfin, tout le gratin de l'époque. Là. Et on était vraiment, c'était vraiment une belle époque. On était extrêmement enthousiastes de voir cette nouvelle structure. Puis on était tous autour de Paul Hubert, en somme, parce que c'était l'artisan. Il y avait vraiment une frénésie à ce moment-là. Là. Et ce qui est amusant, c'est que tout ça était entraîné par cet être si discret, si calme. On a entendu à différents moments de la journée aujourd'hui que Paul Hubert, quelques intervenants ont parlé de la figure de Paul Hubert dont on a l'impression qu'elle passe encore dans les couloirs. Pour moi, Paul Hubert, c'est cet être extrêmement discret qui passe dans les couloirs, un peu comme un petit coup de vent, mais qu'on n'entend pas venir, et qui est toujours un peu penché vers l'avant, puis avec un dossier dans la main, ou un livre, ou des livres, et qui marche toujours d'un pas, là, est très concentré, très pénétré, toujours regardant en avant, là. Pas, tu sais, en train de se promener, là, sans but, là, toujours suivant une ligne, peut-être même les lignes du carrelage. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça c'est ma première connaissance du personnage, première rencontre du personnage, puis je dois dire que comme jeune professeur, j'ai été très bien accueilli par lui, donc au sein de l'Institut, qui a été réellement ma première famille, puisque le département de sciences historiques, qui s'appelait à l'époque département d'histoire, était un département vieillissant. J'étais le premier engagé après quelques années. Il y avait plusieurs départs à la retraite qui s'en venaient. Et donc, je crois qu'il a fallu comme 2 ans avant qu'il y ait un petit événement social là, au département d'histoire pour souligner mon arrivée. Alors qu'à l'Institut, tout de suite, comme actuellement, cocktail, événements, et ainsi de suite. Donc, Paul Hubert avait toujours été extrêmement accueillant. Et puis, les années ont passé. J'ai été agrégé en 2005. Et pour toutes sortes de raisons, je me suis pris d'affection très tôt pour l'Institut. Et j'en suis convaincu, Paul Hubert était vraiment en quelque sorte responsable de ça, ou instrumental, disons, dans cette passion pour l'Institut. Il y avait un gros dossier qui s'en venait, c'était le déménagement de l'Institut, puisqu'on avait des locaux totalement inadéquats au Bonenfant, où on nous avait casés parce qu'il fallait nous mettre quelque part quand on était créé. Et Paul Hubert en arrivait à la fin de son 2e mandat. Là.
moi, j'étais très jeune dans la carrière. En 2005, j'agrégeais tout juste. Et je me disais, un jour, j'aimerais être directeur de l'Institut. Mais moi, dans ma tête, c'est quand j'aurai des cheveux gris, puis ce serait comme dans 20 ans. Et puis, j'ai été approché par les doyens des 3 facultés pour succéder à Paul Hubert. Donc, j'étais le 2e directeur. Et j'étais très jeune pour entreprendre ça, mais finalement, au vu de la confiance qu'il me montrait, j'ai accepté. Et donc, j'ai fait 2 mandats, 6 ans, jusqu'en 2012. Et pendant toutes ces années, il a tout le temps été derrière moi. Il était toujours prêt à me conseiller. Parfois, on a des questions un peu délicates, des questions budgétaires, on ne sait pas trop. Il faut départager, il faut prendre une décision. Puis, avant de me présenter devant le conseil de l'Institut, ou devant l'Assemblée, j'avais envie d'avoir comme juste un petit insider. Ou la petite approbation du père. Et sa porte, comme l'a dit à juste titre Gaël Rioux un peu plus tôt cet après-midi, sa porte était toujours ouverte. Et je lui disais, Paul Hubert, est-ce que je peux vous déranger? J'ai vu que beaucoup de gens... aujourd'hui à l'Institut, le tutoie. En fait, il y a plusieurs Paul Hubert. Il y a Paul Hubert tu, il y a Paul Hubert vous, il y a Monsieur Poirier. Et à l'époque, pour moi, c'était encore Monsieur Poirier. C'est qu'après que je sois devenu directeur, c'est devenu Paul Hubert vous. Et j'ai toujours eu vraiment un grand respect pour ce collègue. Avez-vous quelques anecdotes sur M. Poirier? Ou? Ben, j'en ai peut-être une, mais qui ne fait que confirmer et répéter ce que sans doute tout le monde a déjà dit, sa grande science. J'organisais à l'époque, je ne le fais plus parce que j'ai beaucoup plus d'étudiants à la maîtrise, au doctorat maintenant, puis on fait de l'épigraphie dans mes séminaires de 2e, 3e cycle, mais j'organisais à l'époque ce que j'appelais des rencontres épigraphiques. Et c'était donc en extra. On fait ça quand on est jeune. C'était en extra. Toutes les 2 semaines, on se retrouvait toute une après-midi dans un des locaux de l'Institut, puis on travaillait sur des inscriptions. Et puis, j'avais eu envie un jour de travailler sur la pierre de Rosette, mais en fait sur le texte grec de la pierre de Rosette. Et je ne sais pas comment je le savais, mais ça c'était venu à mes oreilles que Paul Hubert Poirier connaissait l'égyptien hiéroglyphique. Alors, un peu juste... Pour l'anecdote, je lui avais demandé s'il était prêt, s'il était disposé à venir à cette rencontre épigraphique. Là, on parle de quelques semaines d'avance. S'il était prêt à venir à la rencontre épigraphique où je parlerais du texte grec de la pierre de Rosette pour nous dire 2-3 mots de ce bout de texte en hiéroglyphique. Bon, quand même, on sait l'apport de la pierre de Rosette, l'importance de la pierre de Rosette à la connaissance de la langue, de l'écriture hiéroglyphique égyptienne. Et il me fait « Ah oui, aucun problème, ça m'intéresse. D'ailleurs, j'avais déjà fait quelques recherches. » J'avais déjà fait quelques recherches sur la pierre de Rosette. Je me dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel il n'a jamais fait de recherche? Bon. Et... on s'en tient là. Peut-être une semaine avant, je lui rappelle que, ce sera vendredi dans 7 jours. Il me fait oui. Il est arrivé à la séance avec un dossier épais comme ça. Il nous a fait un cours. En fait, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas fait mon bout sur la version grecque de la pierre de Rosette. Il a pris les 3 heures. Alors, j'ai fait mon bout 2 semaines plus tard, mais il a pris les 3 heures. Il nous a fait un cours, il n'y avait pas d'égyptien hiéroglyphique à l'époque à l'Institut. Il nous a fait un cours, égyptien hiéroglyphique 101. Il nous a fait une présentation historique du texte de la pierre de Rosette, une présentation historiographique, c'est-à-dire l'histoire de la découverte et puis toute la bibliographie jusqu'au déchiffrement par Champollion, ainsi de suite, le déplacement de la pierre au British Museum, et puis etc., etc. Incroyable. Voilà, donc oui, bouche bée, chapeau bas, Paul Hubert Poirier, c'est un collègue irremplaçable, inimitable. Quelqu'un aujourd'hui a dit un peu à la blague, son secret c'est qu'il ne dormait pas. Parfois je me demandais, mais comment faisait-il là? Est-ce qu'il mangeait, est-ce qu'il dormait? Voilà. Et petite dernière question en conclusion, qu'est-ce que vous pensez qui est le legs de M. Poirier à l'Institut? Qu'est-ce qu'on peut retenir de son œuvre? Je ne sais pas si j'irais dans le sens de qu'est-ce qu'on peut retenir de Paul Hubert Poirier, j'irais plutôt dans le sens de ce qu'il nous laisse. Mm-hmm. Et en fait, ce qu'il nous laisse,
c'est tout ça. Avant Paul Hubert Poirier, il y avait évidemment des études classiques, des études anciennes à l'Université Laval. Il y avait des cours de grec en littérature, il y avait des cours de grec aussi en théologie et sciences religieuses. Il y avait de la philosophie, il y avait tout ça. Ce que Paul Hubert laisse à cette université, c'est l'Institut d'études anciennes, devenu études anciennes et médiévales. Ce qu'il laisse, en fait, c'est un regroupement qui est unique au Canada, qui est envié ailleurs dans le monde. C'est un regroupement qui est envié. C'est un regroupement auquel on est extrêmement attaché. C'est un regroupement dans lequel tous les étudiants, je pense, enfin, là, je parle s'y sentent, mais comme chez eux. Appartenant pour ma part au département de sciences historiques, je suis en contact avec des étudiants qui étudient l'histoire du Québec, du Canada, des États-Unis et qui ne jouissent pas de ce même genre d'infrastructure, et je vois à quel point ça peut leur manquer de bénéficier d'un tel regroupement. C'est ça que Paul Hubert nous laisse. Donc, au fond, ce qu'il laisse, c'est une forme de pérennité des études anciennes et médiévales à Québec, à l'Université Laval. Il n'y a pas de comparable, là, je disais au Canada, mais en fait, a fortiori au Québec, il n'y a pas de comparable. Donc, c'est ça qu'il nous laisse. Et je pense que c'est une excellente idée que nous nommions la salle d'études, salle Paul Hubert Poirier. Comme dirait, comme avait dit Thucydide, afin que tous sachent, hein, c'est pour la postérité. Les décrets honorifiques des cités grecques mentionnaient toujours, hein, dans une formule hortative, afin que tous sachent, afin que ça ne soit jamais oublié. Donc, je pense que c'est ce qu'on va retenir, avec toujours certainement, peut-être un petit soupçon là, d'envie, de se dire, mais est-ce qu'un jour, je pourrais même caresser l'idée d'en savoir, pas autant que lui, jamais autant que lui, mais un petit pourcentage de ce qu'il savait. C'est une source d'inspiration, assurément, assurément. Alors, M. Baker, je vous remercie d'être passé au podcast. Merci de m'avoir donné la parole. Merci. Paul Hubert Poirier. Vous êtes professeur titulaire à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval. Vous êtes un chercheur de renommée internationale. Vos travaux sur l'histoire du christianisme et sur les langues et littératures de l'Orient chrétien ancien font école à travers le monde. Chercheur infatigable, vous vous êtes également engagé dans l'animation pastorale et sociale. De 1980 à 1998, vous avez dirigé le vaste projet de traduction française des textes gnostiques coptes découverts à Nag Hammadi, en Haute-Égypte. Vous demeurez directeur adjoint de ce vaste projet et l'un de ses principaux chercheurs. Ces textes seront prochainement publiés dans la bibliothèque de la Pléiade. Cet achèvement consacrera le rôle de chef de file du Québec dans ce domaine de pointe des sciences humaines et de l'histoire. Paul Hubert Poirier, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Alors, re-bienvenue à ce balado spécial en hommage à M. Paul Hubert Poirier. Deux nouveaux invités, je vais vous demander de vous présenter. Donc, Anne-France Moron, je suis spécialiste du grec, en particulier de l'orphisme et du médecin Galien. Paul Hubert Poirier était dans le comité de recrutement, donc il a participé et appuyé le choix comme succéder à Thomas Schmidt à l'Université Laval. Et ça a été une rencontre fantastique. Je pense qu'il appréciait le fait que j'étais formée en paléographie notamment, et ça a été aussi grâce à cela qu'on a fait justement un cours commun de paléographie il y a quelques années. Intéressant, on y reviendra. Bonjour, Richard Dufault, je suis bibliothécaire conseil à la bibliothèque de l'Université Laval, spécialisé entre autres en théologie et sciences religieuses, philosophie et études anciennes. Première question, M. Dufault, est-ce que vous avez étudié sous la direction de M. Poirier ou pas? Non, j'ai étudié en philosophie. Okay. Donc, je vous posais la question parce qu'on a découvert aujourd'hui qu'il y avait quand même une grande panoplie d'anciens étudiants et étudiantes qui sont revenus.
Madame Morin nous a un peu raconté son premier contact avec M. Poirier. Vous, ça serait quoi votre premier contact avec Je suis arrivé en poste à la bibliothèque en 2008 et j'ai commencé à travailler en théologie en 2010. Et très rapidement, on apprend à connaître Paul Hubert Poirier parce que c'est un grand ami de la bibliothèque, un grand utilisateur. Tout le monde le connaît. Donc, il s'est présenté à ma porte très tôt pour faire ma connaissance. On s'était croisés dans des événements scientifiques auparavant, mais pas assez pour vraiment se parler. Donc, très rapidement, c'est devenu un de mes meilleurs collaborateurs à plusieurs points de vue parce qu'il était un grand bibliophile, un grand savant. Donc, à la bibliothèque, je ne suis pas le seul à le connaître. Et là, Mme Morin, je reviens un peu à vous. Comment c'était travailler avec Paul Hubert Poirier? Bon, d'abord, comme je l'ai dit dans la présentation, c'est quelqu'un qui avait énormément d'humour, que ça faisait partie un peu de sa démarche, d'une certaine manière, et ça lui permettait de rester de voir les choses d'une manière un peu relative et d'être l'homme fédérateur qu'il a été. Il a été un appui incroyable par rapport à la direction de l'Institut que je dirigeais pendant 8 années. Et il m'a toujours aidé, il m'a formé. Et j'ai aussi, il était très généreux. J'ai suivi des cours de syriaque avec lui. Et il était très patient. et je crois qu'on partageait effectivement le goût des langues modernes et anciennes, le goût des livres aussi, et une passion d'apprendre, notamment par les conférences. Et dans ce sens-là, l'Institut est un moyen très puissant, nous amène son lot de conférenciers beaucoup appréciés. Et pour la bibliothèque, est-ce que c'était quelqu'un d'exigeant aussi? Est-ce qu'il vous faisait des grosses recommandations pour les achats, pour les... Je ne dirais pas exigeant, mais je dirais que c'était un collaborateur. Donc, c'était quelqu'un de fédérateur. Il ne venait pas pour le conflit non plus. Donc, il pouvait même arriver avec ses catalogues d'éditeurs, avec ses choix, ses commentaires, toujours en comprenant qu'on ne peut pas toujours prendre tout de suite. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui était très agréable et il venait, en fait, c'était une encyclopédie vivante, mais jamais pour écraser ou intimider, ou c'était vraiment, par osmose, on se sentait plus intelligent après lui avoir parlé, et il essayait, malgré tout, de venir chercher quelque chose auprès de nous en étant très humble. Juste une petite anecdote, parce que j'ai étudié les études supérieures sur Plotin, et un jour, il m'avait envoyé par courriel un article qu'il préparait, qu'il voulait envoyer. Il voulait mon avis, parce que ça parlait un peu de Plotin, mais j'avais rien à lui dire. C'était de gentillesse de sa part aussi, mais il était tellement compétent que je l'ai lu, mais j'avais honnêtement rien à redire. Mais il était quand même venu vérifier. Donc, j'avais trouvé ça charmant et très humble de sa part. Mais c'est bon ce que vous venez de souligner comme exemple, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est qu'autant du côté familial que même du côté enseignement et avec ses collègues, c'était quelqu'un qui était assez à hauteur d'homme. Il ne se plaçait pas au-dessus des autres. Et il était toujours ouvert à une nouvelle découverte ou une nouvelle façon de penser un texte. Donc, c'est quelque chose qui revenait souvent. Et là, je vais vous lancer un peu. Vous parliez d'orphisme, et on sait que M. Poirier était un grand spécialiste du christianisme, notamment, mais qu'il était capable de faire cette séparation entre la croyance et, jusqu'à un certain point, la recherche. Est-ce que vous voyiez ça quand vous avez travaillé avec lui? Ah, absolument. Donc, il sait toujours, et c'est assez remarquable pour quelqu'un qui, donc, officiait à l'église, et donc je l'ai entendu 2 fois, et il arrivait complètement à séparer les deux choses, et c'était aussi, justement, il arrivait à dépassionner, dans son cours sur le christianisme, il arrivait à dépassionner les propos, à pas tomber dans un sentimentalisme pour vraiment avoir une approche scientifique. Et vraiment, les caractéristiques de Paul Hubert Poirier, c'était effectivement collaborer, demander, il n'y a pas de questions idiotes. Des fois, il me demandait même, c'est quoi cette forme de verbe un peu. Et donc, et ça, c'est vrai que ça fait qu'on ne se sent pas du tout écrasé par l'immense science qu'il avait.
Et donc la capacité de collaborer avec d'autres et peut-être une grande disponibilité aussi pour les demandes de subventions, dans tout le niveau administratif et le soutien aux étudiants. Donc c'était quelqu'un effectivement d'exceptionnel. Et ma question s'adressera à vous deux. Qu'est-ce que vous pensez qu'il laisse comme legs à l'université d'un côté, mais aussi à l'Institut jusqu'à un certain point? C'est ce que la journée en fait montre. On a voulu, avec le Grand, on aimerait poursuivre en travaillant les croisements culturels. Et là, la journée nous montre que le futur des travaux de Paul Hubert est encore beaucoup plus impressionnant qu'on s'attendait. Et là, il y en a pour 30 ans de publication. Donc le legs est fantastique. Puis c'est aussi un legs humain dans ses étudiants, dans les gens qu'il a contribué à former pour les mettre en place. Et puis c'est aussi cette intégration des gens qui maintenant sont des professionnels qui travaillent ici et là, mais qui sont ramenés autour de l'objet qui nous passionne, soit les langues anciennes. C'est faux. Je crois que vous avez touché toutes les cordes des éléments qu'on voit dans la journée. Parce que je parlais de son humilité, mais même des membres de sa famille disaient qu'il fallait qu'il vérifie sur Internet, voir ses dernières réalisations, parce qu'on ne savait jamais tout ce qu'il faisait. Et donc, je pense que même au-delà de la tombe, aujourd'hui, on voit la journée est orientée en partie sur des témoignages aussi. Donc, c'est le côté humain, c'est de joindre l'humain avec l'académique et tout ça. Et quand je parle aussi qu'à la bibliothèque, tout le monde le connaissait, c'était aussi quelqu'un qui ne faisait pas de différence entre les gens. Donc, que ce soit un commis, quelqu'un qui classe les livres, que ce soit un bibliothécaire, un directeur, il était prêt à communiquer à tout le monde, à parler à tout le monde, ce qui n'est pas, sans être méchant, toujours évident en milieu académique, où parfois certaines personnes peuvent se considérer un puits de science supérieure, alors que ce n'était pas du tout ça. Donc, j'espère que ça, c'est un legs qu'on va perpétuer, le côté humain, scientifique, mais aussi la collaboration avec les autres unités. Donc, l'Institut est un bel exemple, mais Paul Hubert est un exemple d'au-delà de l'Institut, c'était la bibliothèque aussi. C'était d'autres choses dont on est des partenaires qu'on peut parfois oublier. Donc, j'espère qu'on va avoir d'autres activités pour nous rappeler toutes ces belles leçons, en fait, que Paul Hubert, sans le vouloir, à titre d'exemple, parce qu'on le voyait faire. On va devoir instituer les journées Paul Hubert Poirier sur la recherche. presque, honnêtement. Et bon, c'est aussi sa capacité fédératrice qui va nous manquer. On nous parlait beaucoup aussi de sa diplomatie. Oui. Il n'aimait pas quand ça se chicanait, il n'aimait pas trop ça. Là, il était diplomate, mais je me fais un devoir d'assister aux soutenances de thèse en théologie, dans mes disciplines aussi. Et parfois, parce que c'est un homme très cultivé, qui avait beaucoup de références, et parfois, c'était des critiques très rudes. Oui. Et que l'étudiant peut-être ne captait pas toujours, mais parfois, on est assis dans la salle, on se dit « Oh mon Dieu, mais c'était formulé avec élégance. » Mais il savait quand même dire les choses. Il disait les choses, oui, tout à fait. C'est ça, c'est pas quelqu'un qui tournait... Mais de nouveau, je pense que son humour aidait beaucoup à faire passer les critiques. Oui, parce que c'était pas quelqu'un qui était toujours gentil artificiellement non plus. Non, pas du tout. Il était capable, il faisait pas exprès pour attiser les tensions. Mais quand on lisait entre les lignes, on pouvait bien voir s'il était plus ou moins d'accord. Et comme quelqu'un le disait dans les interventions, il y avait aussi des portes closes. Hein? Oui. Donc il y a des choses qui se disent en public et d'autres non. Donc je pense que c'était une bonne partie de sa diplomatie. Je vous remercie beaucoup pour ces témoignages. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Lorsque la faculté avait ouvert ce poste d'histoire de l'Église, quelques voix s'étaient élevées au département d'histoire de notre université, prétendant qu'un tel poste revenait plutôt à un département d'histoire qu'à une faculté de théologie. Ce fut pour moi l'occasion de rappeler que des enseignements d'histoire ecclésiastique, comme on l'appelait alors, et même d'histoire des religions, existaient dans les facultés de théologie catholique ou réformée, au moins depuis le début du XIXe siècle, donc bien avant l'invention des départements d'histoire.
Donc, nous sommes de retour dans ce balado spécial en hommage à M. Paul-Hubert Poirier, avec de nouveaux invités, d'anciens étudiants et collègues. Alors, je vais les laisser se présenter. Alors, moi, c'est Gaëlle Riouat. Je suis actuellement professionnelle de recherche à l'Université Laval et coordonnatrice de l'Institut d'études anciennes et médiévales. Éric Crégeur, professeur d'histoire et de littérature du christianisme et de l'Antiquité, ici à l'Université Laval. On a abordé un peu le sujet avant de commencer l'entrevue. Et Éric, tu nous disais que vous aviez beaucoup d'anecdotes avec M. Poirier, etc. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que vous retenez de cet homme-là en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que collègue, etc.? Ben moi, c'est la générosité. Sincèrement, c'est la générosité intellectuelle. L'ouverture, quand on allait, il était, peu importe la question, il était toujours il y avait une bibliographie, il y avait une réponse, et même quand il n'y avait pas la réponse, il y avait la réflexion, puis en fait, il ouvrait des pistes là où il pouvait. Et puis on avait l'impression de jamais le déranger. Peu importe ce qu'il était en train de faire, moi j'avais un don, c'était de retentir dans son bureau sans vraiment prévenir à l'avance, à chaque fois avec une question complexe sur est-ce qu'il faut mettre la main en dessous, à quel moment est-ce qu'ils ont décidé la main, comment il fallait le mettre pour la prise de l'hostie. Et toujours, en fait, il avait les références à citer, les passages, il m'envoyait, j'avais amené le volume, puis il laissait le volume. Tu vois, il laissait le volume sur le bord de mon bureau quand je revenais, c'était là. Donc, comme j'ai présenté, en fait, c'était un havre de paix, M. Poirier. C'était toujours un endroit où, peu importe où ça allait, comment c'était difficile, ou dès qu'on rentrait dans son bureau, c'était tranquille, c'était apaisant. On avait une discussion qui était hors des tempêtes. Ben pour moi, tout ce qu'on retient, pour ma part, je l'ai côtoyé sur une base, je dirais pas quotidienne, mais quasi quotidienne pendant presque 25 ans. C'est l'homme, hein, on l'a dit un peu tout à l'heure aussi dans le cadre du colloque, c'était un grand homme aux qualités humaines. Oui, d'abord, avant tout, Gaëlle fait référence à sa générosité, sa disponibilité. C'était quelqu'un qu'on dérangeait jamais, toujours prêt à aider, mais aussi des qualités scientifiques exceptionnelles aussi. Une érudition phénoménale qui avait à peu près tout lu, ou en tout cas qui connaissait à peu près tout, avec des références en poche pour tout, puis toujours prêt à aider, toujours prêt à réorienter des fois quand on n'allait pas dans la bonne direction, mais de façon toujours très humaine, très empathique. Donc c'est beaucoup ce que je retiens de la personne. Puis j'ajouterais une chose qu'on n'a pas beaucoup nommée, mais c'était sa rigueur aussi, parce qu'il tenait toujours à ce qu'on détaille tout. Il fallait que ça repose sur des bases solides. Et c'est pour ça que je pense qu'il appréciait beaucoup l'édition de texte, parce qu'avec l'édition de texte, on repart à la base. Donc pour lui, c'était très important de se reposer sur la base. Et je pense que la rigueur, c'est aussi un aspect que... C'est intéressant que tu nous parles de ça. Est-ce que vous avez travaillé tous les deux à l'édition de texte avec lui? Oui, ben moi oui. Non, mais pas ensemble, toi et moi. Non, pas nous deux ensemble. Non, mais je veux dire séparément avec lui, oui, on a travaillé avec lui. Dans des langues différentes? Dans des langues différentes, oui. Moi, c'est essentiellement le grec. Le copte et le syriaque, pour ma part. Dernièrement, je me serais mis à l'arabe avec lui s'il n'avait pas disparu. Malheureusement. Et qu'est-ce qui, comment je vous dirais ça, qu'est-ce qui vous a apporté, parce que dans le fond, est-ce qu'il a été directeur de recherche pour vous deux? Ou... Oui, moi, directeur de maîtrise de doctorat. Comment est-ce que vous le définiriez comme directeur de maîtrise et doctorat? Toujours disponible. Je veux dire, ça, c'est la grande... tu sais, quand on entend souvent parler d'étudiants à la maîtrise de doctorat qui voient leur directeur à peu près jamais ou qui leur envoie des choses, puis ça prend des semaines et des mois avant qu'il y ait un feedback. Lui, c'était toujours présent, toujours prêt à lire nos choses, à nous faire des commentaires, à nous réorienter, comme je l'ai dit, comme si on n'allait pas nécessairement dans la bonne direction ou s'il sentait qu'on avait besoin d'être recadré. Il le faisait, mais toujours de façon très humaine, très empathique, jamais en dénigrant ce qu'on avait fait. Donc ça, c'est une disponibilité hors pair, là, ça. Puis moi, en fait, bon, j'ai ma situation, mais jamais directif.
Mais c'est pas le directeur qui disait « faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça ». Alors, il suggérait, effectivement, il donnait des suggestions, il aidait à repartir sur d'autres bases, il l'ouvrait. Moi, je pense que c'est plus, il ouvrait des nouvelles possibilités, comme est-ce que tu as pensé à regarder dans tel texte, est-ce que tu as pensé à telle approche, est-ce que... donc, en fait, mais jamais directive de dire « faut que ce soit fait comme ça, comme ça, comme ça ». Non, il laissait aller, donc ça peut un peu déstabiliser aussi parce que c'est une direction qui n'était pas de main de fer, mais c'est une direction bienveillante qui laissait s'exprimer. Nous laissait la possibilité d'exprimer ce qu'on avait à dire. Puis c'est un peu aussi le côté érudition dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est comme si son érudition, il essayait de le partager, c'est-à-dire que les autres lisent et apprennent d'autres langues, etc. aussi. Hein. Il y avait mais les langues puis les textes, ça c'était, Gaël le dit, pour lui c'était la base de tout. C'est-à-dire que pour toute interprétation, il fallait qu'on ait un texte fiable, solide, sérieux, puis ensuite il fallait le comprendre, ce texte-là, être capable de le traduire le plus fidèlement possible à l'original aussi. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours des problèmes, mais vraiment la base, hein, comme les textes, c'est la base de nos travaux, il fallait que la base soit solide. Il fallait que les textes soient bien édités, bien traduits. Et ça, c'était très important. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai toujours gardé. Puis c'est quelque chose qu'on fait à l'Institut aussi, je pense. Il y a beaucoup d'emphase, d'importance qui est accordée à l'apprentissage des langues, parce qu'on ne peut pas faire une recherche sérieuse dans nos domaines sans maîtriser un minimum de langues anciennes. Sinon, je ne dirais pas ça vaut rien, mais ça repose sur des bases extrêmement fragiles. Sur une traduction, souvent, au lieu du texte... Je pense que comme tu dis, c'est une inspiration, un mouvement, une tendance qui a insufflé à l'ensemble de l'Institut parce qu'elle a quand même laissé beaucoup sa marque. Et c'est une des particularités justement de l'Institut, c'est que tous les professeurs, chercheurs, étudiants tout travail sur les documents. C'est important de ne pas travailler à partir de monographies, mais vraiment de retourner au texte. Puis ça, je pense que ça tient beaucoup sur le courant qui a pu insuffler, que ce soit en formant les jeunes ou en participant à l'embauche, au moment de l'embauche des professeurs. Je pense qu'il en donnant des cours de langue ad hoc aussi. On est intéressé par ci et par ça. Nous, avec Steve Johnston, on a suivi un cours d'arménien durant un été, puis il donnait ça. Il y avait un étudiant au doctorat qui, justement, voulait pratiquer son allemand. Et on faisait ça sur le Paoli Vysova. Donc, à chaque semaine, on se retrouvait et on lisait un article du Paoli Vysova, mais lui, il le faisait de façon... spontanée, libre. Donc, on était quelques-uns qui se retrouvaient. Pour lui, c'était important. En fait, c'est pas l'ignorance... Comme je dis, la première fois que j'ai rencontré, je ne connaissais pas, mais lui, en fait, je pense que l'ignorance, c'est dans la mesure où on a la volonté d'apprendre, il était là. Ça... Puis moi, ça m'avait toujours fasciné parce que j'avais travaillé avec lui un peu avec des textes arabes et tout ça, et c'est là qu'il s'était mis à un âge vénérable, à l'apprentissage, parce que ça me fait rire quand tu as mentionné l'arabe, mais à un âge vénérable, il décide... qu'il apprend la langue arabe. Oui, il s'est rendu compte que ça serait pratique, puis... je vais apprendre une année de plus à mon arc. Voilà. Oui, parce que pour nos domaines, éventuellement, c'est sûr que c'est pratique. Donc, il a suivi des cours d'arabe à l'Université Laval. J'ai parlé à sa professeure, c'est un très bon étudiant, j'ai aucun doute, toujours très sérieux. Et c'est sûr que dans ce cas, la connaissance de l'hébreu, de l'arabien, du syriaque, ça devait être... Une bonne base, disons, déjà. C'est ça. Et en terminant, on a déjà un petit peu abordé, mais qu'est-ce que vous retenez de cet homme-là, mais quel legs vous pensez on en a déjà abordé un peu, mais quel legs il laisse à l'Institut? Moi, en tout cas, j'essaie maintenant, comme professeur, j'ai pris un peu la succession de Paul Hubert Poirier, oui, mais des autres professeurs qui avaient avant moi aussi en christianisme d'Antiquité, Anne Pasquier, Louis Pinchot, Wolf-Peter Funk aussi pour le côté COP, mais c'est d'essayer de garder vivante cette mémoire, puis transmettre aux étudiants les valeurs fondamentales en recherche aussi, la rigueur, l'importance de bien maîtriser la base, l'importance des langues, des textes,
Puis j'essaie d'émuler. On ne sera jamais aussi grand. On a des grands souliers à remplir, là. Je n'ai pas la prétention de les remplir, mais d'essayer d'émuler le plus possible sa façon d'être, sa façon de travailler, sa façon de collaborer. Le rapport avec les étudiants aussi, toujours prêt à aider. Donc, c'est vraiment d'essayer de garder sa mémoire vivante ici à l'Institut. Moi, s'il y a un legs que j'espère qu'il va rester et qui ne disparaîtra pas, c'est cette... Il était toujours prêt à faire des collaborations avec les autres professeurs, collaboration avec Jean-Marc à Narbonne, collaboration avec Anne-France Pasquier pour les cours, pour l'enseignement, pour aussi la recherche. C'était quelqu'un qui, très spontanément, allait voir les autres pour travailler avec, pour leur demander de l'aide, mais aussi pour proposer des projets communs. Et ça, j'espère sincèrement, alors l'avenir nous le dira, mais c'est un legs que j'espère qu'il va rester à l'Institut, cette pluridisciplinarité, interdisciplinarité. Je vous remercie beaucoup. Merci. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le phénomène religieux intéresse une grande variété de personnes, parfois en raison de leurs propres convictions religieuses, mais souvent aussi pour des raisons culturelles, pour des raisons historiques. Par exemple, des étudiants qui sont engagés dans des programmes d'histoire, qui veulent comprendre comment fonctionnait le Moyen-Âge où la religion était omniprésente. Des étudiants en histoire de l'art, on ne peut pas faire de l'histoire de l'art occidental sans avoir une certaine familiarité avec le monde religieux, ou encore des personnes qui s'intéressent à la réalité politique et qui doivent être familiarisées avec l'importance que tient le religieux dans bon nombre de civilisations. Je dirais, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, faut avoir une bonne idée d'où ça vient. C'est ce qui termine notre entretien, M. Poirier. Dans la page web qui vous est consacrée à titre de professeur émérite, on dit de vous une rare érudition doublée de grandes qualités humaines. Et je ne peux qu'être en accord avec cette affirmation, M. Poirier. Vous êtes un homme brillant et d'une immense courtoisie. Ce fut un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Et encore une fois, félicitations pour le prix grand diplômé qui vous est décerné. Je vous remercie. Alors, nous sommes de retour à cet hommage à M. Paul-Hubert Poirier avec deux de ses anciens étudiants. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, je vais vous laisser, dans un premier temps, vous présenter. Bien, moi, c'est Yann Vanet. J'achève une maîtrise en études anciennes sur un philosophe grec, dont le texte a été seulement préservé en syriaque, d'où la raison pour laquelle j'ai pu avoir comme directeur M. Paul-Hubert Poirier pour sa spécialisation dans cette langue orientale ancienne. Bien, moi, c'est Dominique Perron. Je suis étudiant au doctorat. J'ai été co-dirigé par Paul Hubert à partir de 2018. Alors, j'ai eu la chance de connaître Paul Hubert et puis c'était vraiment exceptionnel pour moi là, de la rencontrer. Et je suis très heureux de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Et c'était quoi le sujet exactement? Oui, alors moi, je travaille sur un auteur grec qui s'appelle Irénée de Lyon et je travaille sur son anthropologie. Et d'une façon plus précise, c'est la figure de l'homme parfait et de l'homme vivant au sein même de son anthropologie. Excellent. Messieurs, première petite question. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez croisé M. Poirier et quelle impression vous en aviez eue? Oui, tout à fait. Alors, pour ma part, c'était en 2017, déjà dans un cours de syriaque. Et puis, l'impression, comme sur la plupart des gens, j'imagine, fut manifeste. Immédiatement, nous avions toute l'authenticité, la franchise, la compétence et la grandeur d'âme de cet homme. Moi, M. Poirier, c'est vraiment la synthèse. Quand on lui parle, il a le don de nous raconter, de nous donner des réponses brèves qu'on retient. Et j'ai toujours aimé son style. Alors, c'est clair, c'est limpide, et c'est toute sa personne, pour moi, qui a cette clarté-là, cette lumière-là. Et est-ce que c'est justement à cause de ces qualités-là que vous avez choisi, toi, pour la maîtrise et toi, pour le doctorat, d'être dirigé par M. Poirier jusqu'à un certain point? Bon, on me l'a conseillé par rapport à... Parce que mon sujet était quand même assez complexe. Est-ce qu'il était connu? Est-ce qu'il était dans votre sphère ou pas du tout? C'était un nom. Avant 2018, je l'ai vu sur un nom, par exemple, de cours. J'en avais entendu parler. Et c'était beaucoup sur sa rigueur et sa compétence. Ça me faisait un peu peur. Avant de le rencontrer, je ne savais pas encore. C'était une première rencontre avec lui.
Et lors du premier échange, j'ai bien vu comment c'était un homme profondément humain, son humilité, et puis j'ai senti que c'était facile de partager avec lui et que ça allait être le bon. J'étais sûr et certain, dès la première rencontre, sa présence, ça ne trompait pas. Là. Pour ma part aussi, j'ai été recommandé vers M. Poirier par quelqu'un de l'extérieur et il aura suffi simplement quelques recherches en ligne pour voir toute la réputation internationale de ce grand chercheur et pour que je réalise rapidement à quel point j'avais tout intérêt à recevoir son enseignement. Excellent. Et comment il était comme, justement, directeur? Est-ce qu'il s'impliquait beaucoup? Comment il travaillait avec vous? La porte ouverte. Il me disait toujours, puis j'en ai pas profité assez. C'est ça que je me suis dit, c'est la porte ouverte. Et ça, c'est la première option. Alors, quand j'avais des questions, je passais. Il y avait des rencontres prévues aussi à l'agenda. Et ce qui me frappait dans les rencontres avec lui, c'était, comme je l'ai dit tantôt, c'est des réponses précises, brèves. Et c'était aussi le deuxième mouvement dans la rencontre après qu'on a pu échanger. Il se retournait vers sa bibliothèque et avait le don de me proposer des ouvrages, des références précises, des références pour aller plus loin. Et c'était vraiment sa rigueur scientifique qui était à l'œuvre, mais de faire parler des auteurs aussi, de donner son avis, mais aussi de référer à ceux qui connaissent le sujet. Là. Je me reconnais parfaitement dans les paroles de Dominique. La porte toujours ouverte, toujours en train de travailler, mais sans aucun refus de sa part. Il prenait le temps de nous faire venir, de nous écouter pleinement, instantanément nous proposer des références. Alors, ces qualités humaines sont vraiment remarquables. Petite anecdote, oui, je l'ai croisé à la bibliothèque et je voulais pas non plus le déranger. Alors, je lui pose une question. Il attendait pour sortir des livres. Il dit « Viens avec moi au bureau ». Donc, je descends, on sort de la bibliothèque et je m'attends à passer par les souterrains. On est au mois de mars. Et il m'a comme... J'ai été surpris. Donc, il est sorti du pavillon Alphonse Desjardins vers le Deconinck à l'extérieur. Évidemment, il avait son veston, mais c'était vraiment précis. Il allait droit au but. Et j'ai trouvé ça impressionnant de voir comment que c'était un homme déterminé. Juste dans sa façon de traverser d'un pavillon à l'autre, à l'extérieur, pour ne pas perdre de temps. Et du temps qu'il n'avait pas pour répondre à ma question, il en a profité pour répondre à ma question entre le Charles de Coninck et le pavillon Alphonse Desjardins. Jusqu'à son bureau, on avait à peu près déjà, on avait déjà la réponse que j'avais de besoin. On reconnaît totalement le personnage. D'ailleurs, puis ça sera peut-être ma dernière question, puis je ne sais pas si vous l'avez vécu, parce que moi-même, j'ai été dirigé par M. Poirier. C'était aussi un chercheur, un scientifique, mais qui n'était jamais fermé jusqu'à un certain point à la nouveauté. C'est-à-dire que si on découvrait quelque chose, il s'intéressait à notre découverte. Il n'y avait pas une fermeture. Il disait pas « non, c'est impossible » parce que, il disait « intéressant, on devrait investiguer telle chose ». Je ne sais pas si vous avez eu... Là-dessus, je vais répondre le premier parce que j'ai eu cette chance de présenter des sujets parfois controversés à M. Poirier sur lesquels il répondait en toute humilité « ah oui, non, je ne connais pas ». Il prenait la peine d'écouter et puis cherchait à en savoir plus, même si ça sortait de ses champs d'intérêt premiers. Vu sa grande érudition, ces deux qualités faisaient très contraste. Oui. Pour ma part, dans la traduction de l'œuvre d'Irénée, le premier auteur des sources chrétiennes qui a travaillé sur Irénée, François-Marie Sagnard, dans sa traduction du Livre-Auteur, moi, je préférais parfois cette traduction-là. OK. Et M. Poirier me disait toujours qu'il fallait référer à la traduction des sources chrétiennes avec Adelin Rousseau, qui était beaucoup plus large, beaucoup plus enrichi. Mais de la même façon, il y avait une écoute. Il était ouvert à ce qu'un autre auteur puisse traduire différemment. Il avait cette humilité, en même temps la rigueur, mais il y avait aussi cette ouverture, je dirais. Là. Puis c'est bon parce que, puis on conclura peut-être là-dessus. J'ai discuté avec d'autres intervenants un peu plus tôt, puis ça va peut-être te toucher un peu plus, Dominique. C'était aussi quelqu'un qui était capable de faire la différence entre la croyance et la recherche. Et il n'hésitait pas non plus à dire,
vous savez, il faut quand même penser aux croyants malgré tout. Malgré qu'on pousse la recherche et que la recherche nous dit quelque chose qui peut être un peu contraire à la croyance, il avait quand même ce souci de bien balancer. Là, il jouait bien entre ces deux montres-là jusqu'à un certain point. Oui, complètement. Complètement. Il y avait vraiment... moi, je trouve qu'il y avait le discernement. Il y avait un discernement et une parole juste. À la fois d'un côté pour respecter la croyance, pour un texte chrétien, il était lu dans une tradition, et il y avait le respect pour l'environnement et pour la tradition dans laquelle le texte était écrit. Là. Encore une fois, je m'appuie sur les paroles de Dominique pour dire que, au-delà de toute la direction, les conseils de M. Poirier, c'est la spiritualité qu'il dégageait, qu'il émanait, qui a été une expérience transformatrice pour moi-même. Merci beaucoup, messieurs, parce qu'on n'a pas beaucoup abordé d'ailleurs ce sujet-là, donc je vous remercie. C'est une belle conclusion de ce bloc. Donc, merci d'être venu au podcast. Merci beaucoup. Dans mes premières années d'enseignement, un de mes anciens professeurs, dont j'étais devenu le collègue à la faculté et le confrère au grand séminaire, un collègue qui ne jurait que par Thomas d'Aquin, et qui aimait surtout poser des questions dont il connaissait la réponse qu'il voulait entendre, et qui un jour me demande « C'est quoi au juste ce que tu fais ?» Alors, tout content de son intérêt pour moi, je lui explique alors naïvement que je travaille à l'édition, à la traduction et aux commentaires de textes coptes et syriaques. Ce sur quoi il rétorque: mais ce n'est que de la grammaire, et de la grammaire la plus élémentaire. En y réfléchissant, j'ai fini par prendre cette réponse comme un compliment. Car en définitive, qu'est-ce que la grammaire, sinon la mise en lumière de ce qui régit toute communication humaine, et même la communication que Dieu ou les dieux ont voulu instaurer avec l'humanité. Il me semble qu'explorer les secrets, les richesses et les difficultés des grammaires humaines et divines, c'est ce que nous faisons tous, étudiants, chercheurs, professeurs, au sein d'une faculté de théologie et de sciences religieuses. J'ai dit, et je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode des balados de l'Institut d'études anciennes et médiévales. Dans les prochaines semaines, ne manquez pas notre prochain épisode.